Florence Levrero, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste et spécialisée en primatologie, donc vous étudiez essentiellement, parce que vous faites d'autres choses, mais la communication des primates. Alors où est-ce qu'on en est sur cette communication aujourd'hui, au niveau des découvertes? Tout à fait, d'accord. Eh bien, on a fait beaucoup de progrès, hein. On a une approche qui a énormément évolué au cours des décennies. On était parti, certains chercheurs au départ étaient partis sur le fait de faire entrer les primates dans notre monde à nous de communication. Et aujourd'hui, enfin depuis au moins 2 décennies, c'est plus du tout l'objectif. C'est bien évidemment de comprendre ce qu'ils s'échangent comme information, ce qu'ils se disent et comment est-ce qu'ils se le disent. Donc voilà, ça a énormément évolué. Alors dans la communication, il y a plein de canaux différents. Il y a l'acoustique, ce qui est ma spécialité, mais il y a aussi la communication chimique, gestuelle, visuelle. Donc chez les primates, ce qu'on connaît le plus, c'est la communication gestuelle et vocale. C'est ce qui est aussi le plus visible. La communication chimique chez les primates, ça prédomine pas. Il y en a certainement qu'on la sous-estime, on l'a pas assez étudiée, mais c'est certainement pas la communication qui prime. La communication gestuelle, donc ça c'est aussi en plein essor, puisqu'il y a une grande question théorique sous-jacente, à savoir le langage humain. Quelle est l'origine du langage humain? Est-ce qu'il est apparu d'abord par une communication gestuelle qui a petit à petit évolué vers une communication vocale, ou c'est la communication vocale qui aurait débuté et des gestes se seraient appliqués sur des sons. Donc voilà, ça passionnant, ça. Et là, on est en plein questionnement. Il n'y a pas encore de théorie. Il y a eu un moment donné où c'était 2 théories qui s'affrontaient. C'était l'une ou l'autre. Aujourd'hui, et j'en suis bien contente, on sait que c'est certainement les deux se sont enrichis l'une et l'autre et qu'il n'y en a pas forcément une qui est apparue, que le geste soit apparu avant le langage ou inversement. Donc voilà, ça a certainement coévolué, ça s'est enrichi au cours du temps et c'est ce qui est souvent, c'est jamais noir ou blanc. Hein, je trouve qu'en biologie, il n'y a jamais de théories qui peuvent s'imposer d'elles-mêmes. C'est souvent plusieurs facteurs qui vont avoir joué en même temps. Et donc sur la communication acoustique, ce qui est plus... ma connaissance est plus en communication acoustique. Donc on a aussi beaucoup appris, notamment parce que la technologie permet de faire des enregistrements dans des milieux tropicaux où se trouvent les primates, hein, on n'en trouve pas en Europe. Ils sont souvent en forêt, Amérique du Sud, forêt amazonienne, en Asie aussi, et puis en Afrique équatoriale. Vous travaillez vraiment en plus dans la nature, vous, hein? Voilà, moi jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait mes études sur le terrain, donc sur des espèces animales sauvages, des groupes. Alors j'ai travaillé sur les gorilles, les chimpanzés et les bonobos maintenant, en milieu naturel, donc dans des groupes qui évoluent tout à fait librement. Et c'est aussi ce qui est compliqué, c'est que comme ils évoluent librement, il faut les trouver, les retrouver, les reconnaître dans le paysage très dense, hein, végétal très dense. Donc voilà, mais n'empêche que les outils aujourd'hui technologiques font qu'on peut partir sur le terrain avec un matériel relativement réduit. On va avoir un micro, alors que c'est un micro ultra directionnel, donc qui est quand même grand comme ça, mais sans parabole, donc c'est plus pratique pour se déplacer dans la forêt. L'enregistreur, ça peut être un petit boîtier comme ceci, voilà, et puis c'est digital. Donc c'est sur des cartes SD et on n'a pas à se trimballer des bandes magnétiques qui résistent mal à l'humidité, etc. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que ça a facilité et accéléré la prise de données, donc du coup la connaissance sur la communication vocale chez les grands singes et les primates en général. De même, on a des logiciels maintenant pour faire de l'analyse acoustique qui peuvent traiter une quantité de données vraiment importante. C'est plus du tout manuel. Donc tout ça fait qu'on a des outils de pointe, qu'on a une ouverture aussi pour s'intéresser à la communication intraspécifique. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se dire et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils se le disent, et non pas pour communiquer homme-animal. C'est pas notre motivation dans les travaux. Donc, qu'est-ce qu'on en est où? Eh bien, on comprend un peu mieux les subtilités qu'il peut y avoir dans la communication, dans les sons, qui peuvent véhiculer des sens différents. Donc, chez les espèces qui vont avoir un répertoire que l'on dit discret, c'est-à-dire un son, un contexte,
Ça, on est assez, aujourd'hui, sur beaucoup d'espèces, je dirais sur la plupart des espèces, on sait que tel son elle va être émis dans tel contexte et ou qu'il a socialement ce rôle-là pour apaiser une relation ou au contraire menacer, etc. Ce que l'on sait moins, et ce qui peut être surprenant, c'est chez les grands singes, nos plus proches parents, donc les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les gibbons. Donc, gibbons, on a un peu plus de connaissances, mais en tout cas, chimpanzés et bonobos, qui sont nos plus proches parents, en fait, on ne comprend toujours pas bien comment leur répertoire vocal fonctionne, comment la communication vocale, à quel point elle est importante pour réguler leur relation sociale. Et pourquoi on ne comprend pas bien? C'est parce qu'en fait, on ne trouve pas un cri pour un contexte. D'accord. On peut le trouver. Mais ça serait schématiser les choses. Ça serait schématisé, et puis on va avoir quelques cris extrêmes. Le cri de peur, lui, il est clair et net, il n'est pas ambigu. Un petit cri de quémande, un petit, c'est aussi clair. Mais entre le petit cri de quémande et le cri de peur, il y a toute une gamme de sons. Et on ne peut pas facilement les catégoriser dans une boîte. Voilà. Il va y avoir acoustiquement, quand on fait l'analyse acoustique du son, on va trouver une gradation, un continu entre plein de cris qui sont émis pourtant dans des contextes assez différents. Et on a du mal à relier un type de cri à un contexte. Alors ça, c'est avec nos oreilles humaines. Est-ce que eux, c'est aussi ambigu ou pas pour eux? Et en fait, voilà, on en est là en fait. Et donc là, on va peut-être avoir des nouveaux instruments qui vont peut-être nous aider, aider à l'avenir? Instruments, non, mais par contre des méthodes d'analyse vraiment, même statistiques, qui aident, voilà, on commence un peu à déblayer les choses, mais on se rend compte à quel point ça paraît complexe pour nous. Et la grande question, c'est ces espèces vivent dans des systèmes sociaux assez complexes. Est-ce que complexité sociale est synonyme de complexité vocale? Est-ce que pour régir un réseau social dense, il faut avoir un système de communication complexe? C'est pas sûr. Passionnant, merci.